Pas d'autres questions? Vous êtes les bienvenus, hein? Okay, can you share your screen, please, Mohamed? Ok. Alors, on a parlé la dernière fois de, donc je vous résume très rapidement ce qu'on avait vu. Un, lorsqu'on travaille avec des déchets, spécialement dans ce cas-là de la biomasse, ou même extrapoler ça, parce que la biomasse, elle veut dire beaucoup de choses, hein, biomasse, c'est excessivement important d'avoir une analyse, non seulement juste sur les éléments, mais une analyse chimique et physique de tout ce qui rentre dans les traitements qu'on va faire par la suite. Donc, c'est excessivement important de connaître tout ce qui se passe. Et des fois, il faut aller, la plupart du temps, il faut aller au ppm, mais des fois, il faut aller à des concentrations de ppb à cause de l'impact que ces impuretés-là vont avoir sur le traitement qui va être en aval. Ça va? Ensuite, on a vu les définitions, tout simplement, ce que c'est la combustion, incinération, gazification et pyrolyse. Donc, on a regardé les définitions. Ensuite, on a regardé spécifiquement la combustion et particulièrement comment on fait une bonne combustion. Donc les 3 T, température, temps de résidence et turbulence. Donc s'il faut designer une unité, ça va être compliqué parce qu'il faut que ces 3 T soient absolument mis en jeu. Et ensuite, à partir de la combustion ou incinération, donc il faut regarder ce qui sort avec les gaz de sortie et là faire les traitements de gaz à partir que ce soit des particules, que ce soit des gaz acides, que ce soit des dioxylfuranes, si vous avez du chlore à l'entrée, etc., etc. Donc, il faut non seulement faire une bonne combustion et arriver à brûler tout, parce que si vous brûlez tout, vous pouvez faire des produits intermédiaires qui sont beaucoup plus toxiques, mais il faut aussi traiter les gaz comme il faut. Et ensuite, cette énergie-là qui provient donc de la combustion de l'incinération, en général, il faut l'utiliser. Et là-dedans, donc on va avoir un cycle thermodynamique de vapeur d'eau, par exemple, qui est impliqué dans le design en quelque sorte. Et vous allez voir un cycle thermodynamique qui va vous permettre de produire par exemple de l'électricité et deux, de faire de la cogénération. La cogénération, ça veut dire qu'on produit en même temps de l'électricité et on produit de la chaleur à basse température qu'il va falloir utiliser quelque part autour de votre unité. OK? C'est ça ce qu'on avait vu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre, hein. Vous êtes absolument les bienvenus. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. OK? Là, on va passer à la deuxième, donc le deuxième traitement, à savoir la gazification. Alors, la gazification, pour le Québec, c'est important puisqu'il y a une équipe, il y a une compagnie qui fait ça actuellement. C'est la compagnie Enerchem. Actuellement, la compagnie Enerchem plutôt fait de la gazification de biomasse. Leur planification, c'est de faire aussi de la gazification avec les déchets. Et là, il y a des problèmes sur lesquels je vais revenir. Et l'objectif de la gazification, c'est de couper les petites molécules partout jusqu'à obtenir un gaz de synthèse, CO et H2. C'est comme ce que j'avais dit la dernière fois, c'est comme des logos. Et puis à partir de ces deux molécules-là, la molécule de CO et la molécule de H2, on peut les mettre maintenant de différentes manières, de les monter ensemble, donc dans une unité subséquente qui va permettre de faire des tas de produits sur lesquels on va revenir là-dessus. Alors la gasification, je vous avais dit qu'elle se déroule en général autour de 800 degrés et donc on sacrifie un peu des produits parce que la réaction est endothermique et on veut une réaction autothermique. Donc on va sacrifier un peu d'oxygène, un peu de l'air, l'oxygène qui vient de l'air, on va le sacrifier pour faire réagir et obtenir beaucoup d'énergie à partir d'une certaine quantité
qui va être perdu en termes de, qui va produire en fin de compte de l'énergie, mais qui va pas permettre de produire les gaz de synthèse, bien évidemment. Par contre, elle va donner l'énergie nécessaire pour faire la réaction chimique et la réaction de gasification. Alors voilà, il faut un des gros problèmes de la gasification, c'est le tar. Le tar, c'est quoi? C'est vous avez des molécules que vous obtenez qui sont très réactives. Donc Ce et H2 sont très réactifs. Donc dès que vous avez tendance à faire une polymérisation qui va se faire à l'intérieur de ce réacteur-là. Donc et vous avez toujours une réaction. Si vous êtes à haute température, vous allez toujours casser les liaisons, mais si à l'intérieur de votre chambre de gasification, vous avez par exemple des endroits qui sont plus froids, qui sont et des températures par exemple en bas de 800 degrés, qui peuvent être même à 400 degrés, vous avez formation de tar, et la tar est catastrophique parce que c'est des molécules qui vont polymériser et ils vont avoir un impact énorme sur l'opération ou l'opérabilité de votre unité. Ils vont, par exemple, se condenser dans les papes, dans les tuyaux. Ils vont faire en sorte que les tuyaux vont complètement se boucher, etc. Et je pense que c'est un des plus grands problèmes actuellement que vit NRCam. C'est vraiment, elle vit deux problèmes. Le problème des tares et le problème qui est beaucoup plus général, c'est comment faire le nettoyage des gaz produits. On a dit que principalement, on va produire du CO et de l'hydrogène qui proviennent directement de la gasification, mais bien sûr, on va produire aussi de l'eau, le CO2, parce qu'on brûle une partie de toute façon de la biomasse pour donner de l'énergie, comme je viens de l'expliquer, et des tas d'autres produits qui vont être là. Et là aussi, la concentration peut être en ppm et ces produits-là peuvent poser des problèmes sur le nettoyage de vos gaz. Hein. Les gaz, vous voulez vous servir du CE et H2 et vous allez utiliser par la suite des catalyseurs qui peuvent être, par exemple, se désactiver à partir des produits, des impuretés qui vont être transportées par les gaz de synthèse, ou même le produit solide que vous allez obtenir, parce que il se peut aussi que vous obtenez un peu de solide, comme j'ai dit, des tares, il va falloir que vous fassiez quelque chose avec. OK? Est-ce qu'on... Vas-y. OK, tu peux y aller. Encore? Encore? Donc, voilà. Tu peux reculer? Recule? Merci. Donc, au fait, dans un réacteur réellement industriel, ce que ça fait, si on regarde un petit peu la phénoménologie qui va arriver à l'intérieur de ce réacteur de gasification, donc on envoie la biomasse. Alors, la biomasse, elle va contenir un peu d'eau. La première réaction, c'est vous allez avoir une évaporation de l'eau, donc un séchage de cette biomasse, et vous pouvez l'obtenir exactement par la question de tout à l'heure, par TGA. Vous allez avoir un début de perte de poids qui correspond effectivement à, à une quantité donc d'évaporation de l'eau. Ensuite, lorsque vous injectez de l'oxygène, j'ai bien expliqué que l'oxygène doit être sous stéchiométrie, vous êtes à peu près à 30% stéchiométrie. Donc, vous avez des zones où il n'y a pas d'oxygène, vous avez des zones où il y a de l'oxygène. Donc, les zones où il n'y a pas d'oxygène, vous allez avoir une pyrolyse, exactement ce qu'on a expliqué, puisque la pyrolyse se déroule avec des gaz où il n'y a pas d'oxygène. Donc, vous allez obtenir, bien sûr, des gaz et des chars. Les gaz vont continuer à brûler, par exemple, dans la zone où il y a de l'oxygène. Vous allez faire du CO2 et de l'eau, bien évidemment. Et ensuite, vous allez aussi avoir une zone réductrice, donc la zone où il y a pas du tout d'oxygène, où vous allez développer ces gaz de synthèse. Et vous voyez, à la fin, vous allez obtenir donc principalement de l'eau, qui vient bien sûr de l'eau qui est liées à la biomasse. Euh, il va y avoir des tares et du méthane qui viennent de gaz de pyrolyse principalement. Et vous allez obtenir du CO2 et de l'eau provenant principalement d'une zone de combustion
et le produit principal, c'est-à-dire le gaz de synthèse, le CO et l'hydrogène vont être produits dans une zone réductrice, par exemple. Parce que si ça peut pas être, le CO et l'hydrogène ne peut pas être produit pardon, dans une zone oxydante, c'est parce que le CO va s'oxyder en CO2 et l'hydrogène en H2O, bien évidemment. OK? Next. Alors, juste d'une manière historique, c'est important de signaler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont une des raisons pour laquelle ils ont perdu la guerre, c'est qu'ils ont eu plus de pétrole, il faut le savoir aussi. Et en fin de compte, il y a eu des camions qui roulaient avec du gaz de synthèse dans lequel donc on injectait de la biomasse qui produisait du gaz de synthèse et c'est comme ça qu'on faisait du gazogène. On appelle ça ou gazogène avec un anglais ou français. Et donc, qui permettait aux véhicules de se déplacer. Donc, et c'est la gasification, pour bien comprendre que c'est quelque chose qui est connu depuis le 19e siècle. OK? Next. Je m'excuse. Alors, donc, si on veut résumer, et c'est ça qui est extraordinaire avec la gasification, c'est qu'au fait, n'importe quel produit, qu'il soit liquide ou solide, ou même gazeux, qui contient du carbone et de l'hydrogène, on peut le gazifier. On peut faire du CO2 et de l'hydrogène. Et à partir de ça, donc on produit du gaz de synthèse, comme c'est spécifié ici. Et la grande utilisation de ce gaz de synthèse, c'est qu'on peut produire des tas de produits. Vous avez tous les produits qui sont verts. Et on peut, par la même occasion, nos produits du tar, qu'il va falloir faire en sorte de le craquer pour qu'il n'endommage pas ce qui se passe dans les équipements. Alors, pourquoi je dis à l'entrée, vous avez de solid waste, municipal solid waste, donc MSW, donc c'est soit des déchets, soit de la biomasse, soit des déchets industriels, tout ce que vous pouvez imaginer, le charbon, tout peut être gazifié. Et il faut bien comprendre que industriellement parlant, un des procédés, le premier procédé qui est utilisé à l'échelle industrielle, c'est celui de la gasification du gaz naturel. Et ça s'est déroulé en Afrique du Sud pendant l'apartheid, où l'Afrique du Sud ne pouvait pas aller acheter le pétrole. Donc, ils ont développé un procédé qui part à partir du gaz naturel. On fait de la gasification, CO et H2, et ensuite on fait à partir d'une réaction extrêmement importante, Fischer-Tropsch, et on fait du biocarburant. Donc ça, c'est une réaction qui est très, très, très connue. Et même actuellement, il y a encore des applications, par exemple dans des pays arabes, où il y a beaucoup de gaz naturel et on veut produire des produits à plus haute valeur ajoutée au lieu que ce soit juste du gaz naturel. On peut donc gazifier le gaz naturel, ça paraît drôle à dire, mais c'est véritablement ça, pour faire du CO et H2. Et à partir de ça, on peut faire Fischer-Tropsch et faire, par exemple, donc du, du biofuel, comme je viens d'expliquer. Alors, j'espère qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ces transparents-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque, au fait? J'espère plusieurs choses, mais il y en a une particulièrement qui doit vous choquer. Oh, oh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Non. Vous voyez ici, euh, gaz de synthèse, gaz naturel synthétique. Pourquoi, à votre avis, on aurait intérêt à faire du gaz naturel synthétique à partir de CO et H2? Bon, on peut l'utiliser, on peut faire ça pour remplacer du gaz naturel de schiste ou quelque chose comme ça avec du gaz naturel biosourcé. Non. Si vous avez du gaz naturel au départ, vous n'allez pas faire du gaz naturel. Oui, pour remplacer, pardon, excuse-moi, j'avais mal compris. Mais il proviendrait d'où, lui?
Oui, tu as raison. De remplacer, oui, tu as raison. Mais d'où il proviendrait d'où, lui? De résidus agricoles, résidus forestiers, comme Surtout ça. du charbon. Et un des pays qui a beaucoup développé ça, c'est la Chine. La Chine, comme vous le savez, il y a beaucoup de charbon. Et un des projets qu'ils ont, c'est utiliser pas de charbon dans les maisons et donc produire du gaz naturel synthétique à partir de ça. C'est un peu dommage parce qu'avec le CO et H2, faire du gaz synthèse, c'est un peu dommage. Donc, je dirais que c'est des solutions de niche. C'est des solutions spécifiques à des populations bien particulières ou des régions bien particulières. Mais d'un point de vue général, on ne va pas faire toute une gazification pour ensuite faire un gaz de synthèse ou, par exemple, le brûler. Mais c'est clair que dans des cas spécifiques, dans des niches, on peut se permettre de faire ça. Ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et comme j'ai dit la dernière fois, vous pouvez poser des questions ou vos questions en français ou en anglais, hein, il n'y a pas de problème. OK, go ahead. Et donc, ça, c'est NRCam. Donc, le procédé NRCam que vous pouvez voir un peu partout. Euh, OK, on continue. Moi, je suis impliqué dans un projet, ça s'appelle Beauty Fuel. Donc, c'est à partir de, avec Total. Donc, l'objectif, c'est de traiter 3 tonnes de biomasse par heure. Et il y a actuellement des discussions pour que ça soit fait au nord du Québec. Bon nom, oui. Donc, il y a des possibilités à ce qu'on construit une unité pilote aussi au nord du Québec. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, vas-y. Donc, c'est très, très simple. C'est que on fait une torréfication pour enlever tous les gaz qui peuvent poser problème. On fait le gazifieur, c'est celui qui est l'unité et qui est absolument au bon milieu. Dans ce cas-là, on enlève l'azote ou on laisse l'azote. Si on enlève l'azote, ça coûte cher, sauf que le gaz de synthèse va pas contenir l'azote, bien évidemment. Donc, ça va être directement utilisable. Si on utilise l'air, malheureusement, le CO et le H2 vont être mélangés avec l'azote et là, ça va diluer énormément ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il y a un quench, donc on refroidit très rapidement. Et puis ensuite, là, on fait un Fischer-Tropsch. Donc, si vous regardez ce procédé-là qui est schématisé ici, vous pouvez le voir un peu partout. OK, continue. OK, donc vous voyez ici le budget. Je vais passer là-dedans. Quelle critique, oui. OK, ça va. OK, next. Quelle critique on peut faire à la gazification? Une grosse critique, qui est la suivante. Si vous regardez la biomasse, la cellulose est utilisée pour le pâte et papier, hémicellulose et surtout la lignine, elle est pratiquement c'est elle qui se retrouve dans les black liquor et elle est en général brûlée. Si vous regardez la lignine, vous voyez la composition chimique de la lignine, il y a des beaux aromatiques, etc. Alors, ce qu'on peut reprocher à la gasification, c'est que si vous prenez la lignine, des molécules comme ça, c'est qu'on casse tout, on casse absolument tout pour faire du CO et d'hydrogène, et ensuite on va remettre les particules directement. On va monter on va reconstruire, si tu veux, des molécules d'intérêt à partir du CO et d'hydrogène. Alors, donc, c'est une manière non directe, bien évidemment, qui est complètement indirecte. Si vous regardez la composition de la lignine, si vous avez des catalyseurs qui peuvent couper juste certains liens, sans passer par la biomasse, ça serait, sans passer par la gazification, pardon, et le gaz de synthèse, ça serait beaucoup, beaucoup mieux. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas faire, malheureusement. Alors, c'est comme si, vas-y, next. Donc, si je veux résumer
le reproche qu'on peut faire, c'est comme si on veut fabriquer, par exemple, une armoire comme ceci, ce qu'on fait actuellement avec la gazification, ce qu'on fait, c'est qu'on part de l'arbre, on fait des copeaux de bois, et puis ensuite, on construit des 2 par 3 pour ensuite revenir. Bien évidemment, c'est une partie qui est absolument pas directe, et ça, c'est le gros reproche de la gazification, parce que si on pouvait passer directement de l'arbre aux 2 par 4, les morceaux, les planches de bois, pour ensuite faire directement l'armoire, ça serait beaucoup mieux. Et donc ça, c'est l'aspect direct. Mais malheureusement, on ne sait pas faire. Donc il va falloir, il y a des gens qui travaillent sur, par exemple, la pyrolyse catalytique, etc., pour développer de nouveaux catalyseurs. Mais ça, c'est excessivement difficile pour couper les molécules, là, les liens, juste là où il faut, et pour garder la structure, par exemple, des aromatiques telles que vous avez vu dans la lignine. OK? Next. Donc, c'est ça la transformation directe. Mais ça, malheureusement, on ne sait pas encore faire. OK? Alors, je ne vais pas parler comment on fait, on développe des modèles cinétiques à partir de TGA. Vous allez faire des exercices là-dessus. Go ahead. Very fast now. You have many things that, OK? Go. OK. Est-ce que vous avez des questions sur la gazification? Je vais arrêter 2 minutes. Pas de questions? Vous pouvez aussi écrire vos questions sur le chat aussi, hein? Pas de questions? Maybe I can have a question. Sure. Go ahead. Because students maybe they should know. So gasification we could have, as Professor said, we could have autothermal gasification, but we can have also steam gasification or dry gasification. So depending on the reagents that we use to break the molecules, we can have different types of gasification. Anybody can know, can answer what is a steam gasification? Excuse me, Professor. Yeah, what is the steam gasification? Steam Kazim, go ahead. gasification is steam gasification means using steam as an agent to changing a structure of our materials, for example, biomass to syngas. And dry gasification is using carbon dioxide to changing structure of biomass to syngas. The agent is different, and it is like a reforming reaction, but I am a little bit confused personally because the reaction are same in gasification and reforming reaction. But what you are producing more with when we use steam, hydrogen per carbon monoxide is much higher. When we use carbon dioxide, H2 per CO decrease, absolutely, because the agent can set your final product hydrogen per carbon monoxide. what is shift reaction? Shift reactions in industrial units, so we use high temperature shift for changing the bulk of carbon monoxide to hydrogen, and Yes. because of thermodynamic limitations, we use a low temperature shift in the following parts of high temperature shift, and the exit of low temperature shift reactor is almost 0.1% volume percent. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des commentaires? Any comments?
No comment? OK. Il y a quelqu'un peut-être? Uh, Who just joined, please? C'est qui vient d'arriver? Oh, oh, I c'est qui vient d'arriver? We were 19, now we are 20. Who just arrived? but yeah, I didn't notice, but let me. It doesn't say who joined when. But yeah, somebody just joined the team, joined the class. It Who joined doesn't the say. class? Okay. I don't know. It doesn't tell me who joined the class. But you know, guys, combustion, gasification, and pyrolysis are extremely important unit operations in thermochemical conversion, especially in biomass conversion. So you must take advantage that a big researcher in the area is teaching this course. So feel No, free to that's ask okay. your question. Go ahead. Be involved. Okay. Okay. So pyrolysis. Yeah. Donc, vous connaissez la définition de la pyrolyse. Donc, c'est un traitement sans oxygène. Donc, le réacteur est chauffé en général d'une manière indirecte pour des raisons évidentes. Et donc, la pyrolyse va se faire là aussi. La température va être idéalement obtenue à partir des tests TGA. Facilement, on va aller chercher quelle est la température à laquelle votre feedstock va commencer à se dégrader d'une manière pyrolytique et qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc, ce que j'avais dit aussi qui est important, c'est qu'en général, on va obtenir du noir de carbone, qui est pratiquement juste du carbone, plus d'autres produits qui ne vont pas sortir ou qui ne vont pas sublimer à la température de réaction qui peut être 300, 400, je ne sais pas à quelle température vous allez faire votre réaction, mais tous les produits qui ne vont pas sublimer à cette température-là vont rester avec le solide. Si vous faites encore une fois de la pyrolyse de pneus, par exemple, les pneus contiennent pas mal de zinc, j'espère que vous le savez. Ils contiennent pas mal aussi d'acier. Hein? Et donc, le zinc et l'acier, vous êtes à des températures, par exemple, de 400 degrés, ben, ils ne vont pas se retrouver donc dans les gaz. Ils vont se retrouver avec le solide. Donc, le solide, plus des gaz qui vont sortir de votre réacteur. Et ces gaz-là, tout de suite après la sortie du réacteur, on a toujours un échangeur de chaleur pour refroidir ces gaz-là. Donc, il y a une partie de ces gaz-là va se mettre en liquide qu'on appelle de l'huile. Et ensuite, les gaz qui sont non condensables, ils vont sortir du réacteur. OK? Ça, c'est le principe de la pyrolyse. Maintenant, comment obtient-on plus de solide, moins de gaz, plus de liquide, etc., etc. Ça va dépendre, un, de votre feedstock, avec la matière avec laquelle vous travaillez. Deux, extrêmement important, de la température. Et comment on y arrive à cette température-là? La température est extrêmement importante et le temps de séjour. Donc, lorsqu'on a une matière première donnée, lorsqu'on joue avec la température, comment on y arrive à cette température et le temps de séjour? On peut jouer sur la quantité de gaz non condensable qu'on veut produire, la quantité de l'huile qu'on veut produire et la quantité de noir de carbone qui va être produite à partir de ça. Véritablement, il faut jouer sur tout ça. Alors, pour faire par exemple le charbon de bois,
j'ai besoin d'obtenir beaucoup plus de solide. C'est comme ça d'ailleurs qu'on obtient de charbon de bois. Le charbon de bois, pour pyrolyser la biomasse, à quelle température il faut et quel est le temps de séjour pour obtenir le plus de charbon de bois possible. Alors, I think that one is we can pass this slice over the kinetic. alors je vais répondre à ma question d'abord. Donc, pour obtenir le charbon de bois, en général, on va aller à très basse température. Peut-être que ça va être à peine de 100 degrés. Donc, bien sans oxygène, bien évidemment, et avec des temps de séjour qui sont très, très, très longs. Et ça, dans le siècle dernier, dans beaucoup de pays, c'est comme ça qu'ils produisent le charbon de bois. Ce qu'on fait, c'est qu'on creuse, par exemple dans la forêt, on creuse, on met le bois à l'intérieur et on le couvre de l'argile pour qu'il n'y ait pas d'introduction d'oxygène. Donc, on fait une pyrolyse et on chauffe en haut. Donc, on chauffe d'une manière indirecte. Donc, ce n'est pas un réacteur industriel, mais c'est dans la terre elle-même. Et l'argile permet ne pas avoir d'oxygène qui va rentrer, sinon tout va brûler. Et on chauffe, on met véritablement, donc on brûle du charbon de bois au-dessus de cette partie argileuse. Donc, ça chauffe et ça fait des réactions très, très lentes. On fait une pyrolyse à basse température et puis là, on peut obtenir un maximum de solide. OK? Euh, D'une manière à l'opposé, si on veut obtenir beaucoup de gaz non condensable, on va aller à très haute température. Donc, si on peut imaginer, si on est à très haute température, on va casser tout. Hein, à la fin, on va obtenir des molécules qui sont beaucoup plus petites et donc ça va correspondre à du gaz qui sont des gaz non condensables, etc. Donc, il y a des manières, si on connaissait les cinétiques de réaction, et on peut les développer, par exemple, encore une fois, par TGA. Si on connaissait ces cinétiques de réaction, on peut jouer donc avec ces paramètres-là, à savoir donc la température, comment on y arrive à cette température-là, dt sur dt, la dérivée de la température par rapport au temps, donc comment on y arrive à cette température-là, et le temps de résidence. En jouant sur ça, on peut donc orienter la production qu'on veut avoir, maximiser la production qui est voulue. En général, les réacteurs industriels, et on a développé une technologie, can you show the technology that we have developed, please? Donc ça, c'est le TGA encore une fois. Quoi, ouais. Ça, c'est le développement Oh, I think you are going in the wrong direction. no, I'm going forward. Yeah, go ahead. Maybe Go very far. It's far away. It's far away. Wait, go ahead. No, it's far away. Have you seen my slide? yeah, but I don't know which one exactly you mean. Yeah. Yeah, attends. Retourne. Before. Yeah. Ça, c'est par exemple quelques températures typiques. À quelle température? Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est, comme j'ai bien de l'expliquer, residence time, c'est le temps de séjour. Heating rate, comment on y arrive à la température et la température elle-même. Et donc, dépendamment de ce qu'on veut faire, ben, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que si on va avec des temps de résidence qui sont des jours,
avec un heating rate, avec une augmentation de la température très, 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 très faible, c'est là où on va faire le plus de charbon de bois, etc. Donc, dépendamment de ce qu'on veut faire, ben, on va orienter. Donc, on va jouer sur ces trois paramètres que je viens d'expliquer, pardon, ces trois paramètres, à savoir, c'est très important de le savoir, au moins ça, c'est temps de résidence, heating rate et température, c'est ça qui va orienter qu'est-ce qu'on veut obtenir et comment optimiser donc les produits qu'on veut avoir. OK? Ça, en général, c'est très, très, très rare qu'on veut obtenir des gaz. Parce que les gaz, vous savez très, très bien que euh, le stockage pose beaucoup de problèmes. Donc, on veut en général soit du solide, donc soit du noir de carbone mélangé à ce que vous avez qui n'a pas, qui n'a pas sublimé. On veut en général de l'huile, qu'on va même appeler des fois de bioil, dépendamment de votre source initiale. En général, tout ce qui va être, par exemple, obtenu avec la biomasse, on va appeler ça du bio-oil, parce que ça vient de la biomasse, ça vient de la matière première qui est recyclable. Et en général, les gaz, en général, on ne fait pas de gaz, on ne veut pas obtenir des gaz. C'est ce que je viens d'expliquer, parce que le stockage de ces gaz-là est très difficile. Donc, il faut monter en pression, etc. C'est compliqué. Une huile, ça stocke beaucoup plus facilement. Un solide, ça stocke beaucoup plus facilement. Et les gaz, c'est beaucoup moins facilement. Alors, en général, industriellement parlant, qu'est-ce qu'on fait ces opérations de pyrolyse? Il y a des fois où ils sont en continu, mais la plupart du cas sont en semi-continu. Semi-continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on charge le réacteur avec la biomasse ou la matière à pyrolyser, et puis donc on ferme l'alimentation et on commence à chauffer, puis on laisse les gaz s'échapper. Donc c'est semi-fermé, semi-batch. Donc, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on fait une batch, on produit donc, comme ce que je viens d'expliquer, on produit du solide, on produit de l'huile et on produit du gaz. Et le gaz est stocké momentanément parce qu'on a besoin d'énergie dans l'usine. Et ce qu'on fait, au fait, on brûle ce gaz-là pour avoir assez, et on peut montrer qu'on a assez d'énergie, bien évidemment, dépendamment des conditions. Ce gaz-là est brûlé sur place pour faire en sorte de faire la réaction chimique qui est endothermique. J'ai bien expliqué que la pyrolyse, c'est une réaction endothermique, on a besoin d'énergie, et cette énergie-là vient en général d'une manière indirecte, il faut chauffer le réacteur d'une manière indirecte, il faut brûler un gaz, il faut brûler quelque chose, une source de chaleur. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que les gaz qui sont obtenus, comme on ne peut pas les stocker sur le long terme, les transporter, etc., ça coûte très cher. C'est ces gaz-là qu'on va brûler et qu'on va s'en servir pour faire pour faire de la pyrolyse. Et donc, globalement, ce qu'on va produire, c'est de l'huile et du charbon, du noir de carbone. Et donc, on n'a plus besoin d'énergie excédentaire puisque le gaz va servir lui-même d'énergie pour faire la réaction chimique. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Oui, Michael? Oui, salut professeur. J'aurais juste une question pour. Je suis un peu confus. Cela, on sait que la pyrolyse, tu lises avec de la chaleur. Euh, puis on avait dit que le biochar, c'est du matériel pyrogénique organique, c'est ça? Non, Non? non. OK, parce que dans le fond, moi, j'allais juste demander une question, c'est est-ce que ça a un lien avec le pyrogène qu'on voit dans les bactéries, mais là, si tu me dis que c'est pas la même chose, ça Le vient. bio, quoi? Euh, Excuse-moi, je n'ai pas entendu, excuse-moi. le pyrogène, tu sais, le pyrogène dans les micro-organismes, dans le fond, c'est comme l'endotoxine, c'est un polysaccharide, dans le fond, qui crée des réponses immunitaires. Mais, Euh, mais non, c'est bon, je viens de réaliser, c'est pas du tout la même chose. C'est juste une question. Non, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'il faut comprendre quand même, je vais essayer de t'éclairer quand même, que ce soit clair, c'est que la pyrolyse, c'est une réaction à haute température. Donc, les micro-organismes, là, en général, on les tue à cette température-là,
On est d'accord? On n'est pas dans des transformations biologiques, on est dans des transformations thermiques. Mm. Ces réactions de pyrolyse, en fin de compte, c'est pas du tout d'oxygène. Donc, ce qu'on fait, comme je viens d'exprimer, on fait du noir de carbone qui effectivement, il y a des fois, il est appelé biochar. Ouais. Mais biochar, le bio, ici au bio-oil, c'est un abus de langage. Le biochar, c'est pas parce que il y a des micro-organismes là-dedans. Mais tu as raison, c'est ambigu. Le mot est assez ambigu. Le bio, il est là parce que à partir de la biomasse. Ouais, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du biochar, alors que c'est du char en fin de compte. Biochar, c'est juste pour montrer que, par exemple, lorsqu'on fait de la pyrolyse de pneus, le noir de carbone qu'on obtient, il n'est pas biochar. Tu ne peux pas mettre bio parce qu'il vient de tout simplement d'un résidu ou des pneus usagés. Par contre, si tu prends de la biomasse et tu fais une pyrolyse, le char que tu vas obtenir, tu peux l'appeler biochar. Ouais. Et d'ailleurs, ce biochar, il peut servir comme fertilisant. Une des utilisations du biochar, c'est être comme biofertilisant. Encore une fois, là, mon abus de langage, c'est au lieu de dire fertilisant, tu vois que j'ai dit biofertilisant. Mais pourquoi je dis biofertilisant? C'est parce que tout simplement pour dire que la matière première avec laquelle je me suis servi, qui a servi à produire ça, c'est de la biomasse. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Merci. Tu vois? OK? Go ahead. Go. Go. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Vas-y. Ça, c'est les différentes compagnies. Il y a des projets pilotes un peu partout. Vas-y. Allez, c'est juste des technologies qui sont différentes. Vous allez lire ça, j'espère. Donc, Ecolomondo, ça, c'est une compagnie que c'est nous qui avons inventé cette technologie-là, mais c'est pas pour de la biomasse, c'est pour les pneus, les pneus usagés. Donc, j'ai des photos, je pense, de cette compagnie-là. On va voir physiquement à quoi ça ressemble véritablement. Go ahead, go. Go, I want just to show the Ecolomondo's reactor. OK. Yeah. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est le réacteur avec lequel on a développé cette technologie-là. Le réacteur, c'est à peu près 2 mètres de diamètre et 10 mètres de longueur. Il y en a plusieurs réacteurs. Alors, ce qu'on fait, c'est que il y a une porte là en bas, vous voyez la porte en bas? C'est là où on alimente, dans ce cas-là, on alimente les résidus de pneus. On ferme et on chauffe de l'extérieur. Donc, vous voyez, le réacteur, c'est un four rotatif et il est en double enveloppe parce qu'en bas, il y a des brûleurs. Donc, on brûle les gaz qui ont été obtenus de l'autre batch, de la batch juste avant ça, N-1. Et donc, pour maintenir le réacteur tout chaud, c'est une double enveloppe et les gaz chauds entourent le réacteur et ressortent par le haut de la cheminée. Vous voyez, il y a en haut, la deuxième photo en haut, c'est la cheminée qui va aller, les gaz de combustion. Et donc, le réacteur est chauffé d'une manière indirecte, bien évidemment. Donc, la température commence à augmenter. Ensuite, à un moment donné, vous allez avoir la réaction qui va avoir lieu et vous allez commencer à avoir la pression qui va augmenter à l'intérieur puisque vous obtenez des gaz. Donc, la pression augmente. Il faut absolument il y ait un filtre à l'intérieur qui ne laisse pas passer les particules noires de carbone qui sont produites. Les gaz qui sont à la sortie, il y a un échangeur de chaleur, on ne le voit pas ici, il est de l'autre côté.
qui condense une partie des gaz formés pour faire de l'huile et ensuite les gaz sont stockés pour le batch, le prochain batch. Est-ce que c'est clair? Next. I have two questions. Go ahead. If the rubbers, the tires had to be crushed, right? Shredded into smaller pieces. What was the size of the rubber pieces inside the reactor? I mean, don't ask me good, Confidential. confidential questions. Second question: why the reactor is not inclined? If I know it was batch, but do you think if for continuous it has to incline so that Yes, absolutely. Yeah, absolutely. Yes, yeah. absolutely. And what you have here on the green and in the bottom of the picture at the bottom, yes, Yeah. this is when you finish the reaction, that is how you extract carbon black. Yeah. Vous Okay. aspirez à la fin de la réaction, lorsque tout est refroidi, bien évidemment, lorsque tout est refroidi, il y a une succion et puis vous allez chercher comme une balayeuse en fin de compte, une grosse balayeuse industrielle, vous cherchez tous les noirs de carbone et bien sûr se relier à un filtre à manche et vous séparez les particules des gaz. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michael? Michael, tu as encore la main levée. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Ah, moi j'ai une question pour vous. Comment on enlève l'oxygène? On peut ajouter de l'eau. Hein? On peut ajouter de l'eau. Est-ce que c'est possible Pourquoi faire? pour augmenter la quantité d'oxygène dans un processus de pyrolyse? Non? C'est fou? Alors, dans quel cas ça serait intéressant? Et dans quel cas ça ne l'est pas? Tu vas trouver toi-même. Mais ta réponse n'est pas folle du tout. Ta réponse n'est pas folle du tout, je te le dis. C'est même ingénieux. Ok. C'est même ingénieux, donc je t'encourage là. Alors pourquoi dans ce cas-là ça marche? En fin de compte, oui, on ajoute de l'eau dans ce cas-là pour enlever de l'oxygène. Pour augmenter la température? Non, pas exactement. Oui, ben, on va chauffer, donc l'eau va s'évaporer, va sortir et va entraîner avec elle l'oxygène. On est d'accord? Oui. Mais pourquoi dans ce cas-là spécifiquement c'est intéressant? Alors que dans d'autres cas, ça peut être pas du tout intéressant. C'est ça que ma question. Est-ce qu'elle est claire, ma question? Ah, ok, oui. Alors, pourquoi? La réponse est très simple. Les gaz qui sont formés pour faire le batch d'après, c'est un surplus d'énergie. Donc, cette énergie-là, c'est à peu près pour le noir, pour les tires, ce qu'on fait grosso modo. Grosso modo, on fait 40%, 45% de noir de carbone, 45% de l'huile et 10% de gaz, à peu près, dans les conditions, bien sûr. Vous allez me dire que je viens de montrer, dépendamment de la température, dépendamment du gradient, comment on arrive à cette température et dépendamment de temps de résidence, on va faire ce que j'ai expliqué, on va faire un pourcentage différent donc le rapport entre le solide, le liquide et le gaz va être différent. On est d'accord? Oui. Donc, dans les conditions en lesquelles on travaille ici, on fait à peu près 10 à 11% de gaz. OK? 10 à 11% de gaz, c'est plus que le gaz qu'il nous faut pour la réaction. Donc, on se retrouve avec un surplus d'énergie. Et donc, on peut se permettre d'avoir de l'eau
L'évaporation de l'eau dans l'industrie coûte toujours très très cher. Évaporer de l'eau coûte très cher. L'enthalpie de vaporisation de l'eau, c'est 630 joules par kilogramme d'eau. Kilojoules par kilogramme d'eau, c'est énorme comme quantité d'énergie. C'est énorme. La meilleure façon de refroidir quelque chose à l'échelle industrielle, lorsqu'on peut, c'est de mettre de l'eau froide. Et quand on peut, bien évidemment, c'est un traitement direct. Et quand on veut faire évaporer de l'eau, sécher par exemple, ça coûte énormément cher dans l'industrie, énormément. Donc ici, malgré le fait que ça coûte très cher, malgré le fait que ça coûte trop cher, on le fait parce que j'ai un surplus de gaz que de toute façon je ne peux pas stocker. Et donc l'idée toute simple, c'est donc on rajoute la quantité d'oxygène et Mohamed, fais-leur un exercice comme ça. Quelle est la quantité d'oxygène de l'eau qu'il faut injecter pour qu'on reste avec des concentrations d'oxygène inférieures à 1%. OK. OK. OK? Et ensuite, pourquoi 1%? Quelle est 1%. la concentration critique pour laquelle il faut être en bas de cette concentration critique? Comment on peut imaginer la concentration critique de l'oxygène à l'intérieur de ce réacteur-là? Une question. How can we determine the critical concentration of oxygen inside this reactor? Vous êtes dans l'industrie et votre patron vous dit, si je mets de l'eau, ça va diminuer la concentration d'oxygène. Mais ça va diminuer, ça va jamais être zéro. Quelle est la concentration critique à laquelle il faut que ma pression partielle de l'oxygène doit être inférieure à une concentration critique? Comment déterminer cette pression critique? Did you understand my question? Yes. Alors, c'est qui répond? Alors, c'est qui répond? Sarah, qu'est-ce que tu réponds? Je ne sais pas vraiment. Ben oui, tu le sais. Ben oui, tu le sais. L'oxygène, qu'est-ce qu'il fait? Si je laisse l'oxygène, qu'est-ce qu'il fait? Il va oxyder. Il va oxyder quoi? Il va oxyder quoi? Ah, J'ai de la biomasse que j'introduis là-dedans. Qu'est-ce qui va oxyder? Allô? il va oxyder ce qu'on a comme réactif. Carbone. Il va faire quoi? Carbone plus oxygène, il va faire quoi? CO2. Pardon? Hein? Il va faire Carbone et hydrogène, il y a de carbone et hydrogène dans la biomasse. Alors, plus oxygène, ça donne quoi? ça donne une combustion. Pardon? Ça donne comme ce n'est plus une pyrolyse. Ça donne quoi d'abord? Carbone, hydrogène, plus oxygène. Ça donne quoi? Du CO2 et de l'eau. Ah, mon Dieu, c'est dur. C'est très dur. Ça, c'est une réaction endothermique ou exothermique? Exothermique. Ah, ok. Ça, c'est exothermique. Donc l'énergie, elle va servir à quoi? Le pire qui peut arriver avec cette énergie-là, ça va être quoi?
Cette énergie-là qui vient de la combustion de ton carbone et hydrogène avec l'oxygène que tu as, des traces d'oxygène que tu as laissées. Ça va brûler le pire pour faire CO2 et H2O. Le pire, parce que CO, c'est moins énergétique. Moi, je veux le produire le plus de chaleur possible. OK? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette chaleur-là? Si mon réacteur est isolé, etc., cette chaleur-là va faire quoi? Elle va augmenter la température du réacteur et ça va Et ça, tout brûler. Ça risque d'exploser, non? ben, c'est tout. Donc, tu regardes ton réacteur, puis tu dis, mon réacteur, avec ses composants, quelle est la température maximum qu'il peut supporter? OK, ça se calcule. Tu regardes tous les composants. C'est peut-être 700 degrés. Je dis n'importe quoi, c'est 700 degrés. La réaction se déroule à 400 degrés. Le réacteur ne peut pas dépasser 700 degrés. D'accord? Oui. Donc, ta concentration d'oxygène, elle doit être au maximum inférieure à une concentration qui va te faire monter le réacteur à 700 degrés. Exactement comme ça que ça se calcule. Tu vois bien que tu le sais le faire. Mhm. C'est exactement comme ça que ça se calcule. Et c'est là où je veux dire, si c'est 1%, 2%, si je mets 2% d'oxygène qui va rester, OK? Vous me Oui. suivez? Si je mets 2%, peut-être que la température du réacteur va être 900 degrés. Donc, je vais dire, oh, c'est beaucoup trop chaud. Le réacteur va être démoli. Donc, je vais baisser la concentration jusqu'à ce que j'arrive à une température qui est raisonnable et que mon réacteur puisse supporter. OK? Oui. Imaginons que 0,05%, 0,5%, pardon, c'est ça la pression partielle maximum d'oxygène. OK? Et je l'ai calculé pour une réaction avec CO2 et de l'eau. La réaction, si c'est CO, c'est moins pire parce que je vais produire moins de chaleur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et mon réacteur, j'ai supposé adiabatique. Donc, c'est les pires conditions. Donc là, je suis complètement safe. Parce que tout ce que je dis, c'est que je dis l'oxygène qui va rester dans le réacteur résiduel, au pire, il va complètement brûler pour faire CO2 et de l'eau. Ça ne peut pas être pire que ça. Et le réacteur est adiabatique, ça ne peut pas être pire que ça. Et donc, ma élévation de température, elle va être l'élévation de température max, max, max. Et dans la réalité, ça va être nettement moins que ça, parce que d'abord, le réacteur n'est pas adiabatique, et deux, vous allez faire une partie de CO et pas complètement juste du CO2. Donc, vous allez être dans la partie safe, la partie qui est complètement sécuritaire. Donc, vous voyez, c'est exactement comme ça, par exemple, d'un point de vue purement industriel, c'est comme ça qu'on calcule quelle est la pression partielle d'oxygène minimale que je dois garder parce que c'est jamais zéro. OK? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? But it was a very important question. So for sure, next week we will work on these calculations for the autothermal calculations to find the critical required oxygen. Definitely, it's very, very important in reactor design. OK, continue. Continue. Non, non, avant, il y avait une... Il y avait Oh yeah. What are you doing? I don't know. I went back to. It's bad. C'est bien après ça. Mohamed, c'est bien No, après. because we were here when we jumped to Colomondo.
jump to Ecolomondo at the end, please. Alright. Let me go back to where we were. No, Just a moment. down. Go down, down. No. At the end. It's really at the end. More, 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 more. Go, 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 go. Mhm. Yeah, over here. You don't want to talk about this one? No, go. Yeah, that. The flow sheet of the diagram, please. It's here. Okay, this is what I want to talk about. Okay, but just one slide before. Okay, I thought you were talking about the. Okay. do you see my pointer? No. No, because I am sharing. You want to share the screen? No, no, just show the reactor. Oh. Okay. Yes, this is the reactor. Ça, c'est le brûleur et le réacteur est complètement au-dessus, vous voyez. Donc, la pression ici est en jaune, c'est ça la pression du réacteur. Ça, c'est vraiment le procédé industriel. Là, vous voyez le truc vert, pâle, c'est le réacteur. Et en bas du réacteur, il y a le brûleur qui brûle les gaz. Donc, à la sortie, in the right direction, ça, c'est la sortie. When you have the pressure 4.3, ça, c'est la sortie du réacteur. And what you have après, les deux tanks que tu vois bleu un peu bleuâtre, c'est les échangeurs de chaleur. Ça, c'est les échangeurs de chaleur pour condenser l'huile qui va être stockée dans oil tank. Oil tank, it's at the bottom. Ici. Oui. Et ensuite, les gaz sont complètement stockés dans le gas tank qui est complètement en bas à droite. The gas tank. It's completely in the right bottom. Yeah. Yeah. This is the gas. Yeah. C'est là où on stocke les gaz pour le prochain batch. Et bien sûr, lorsqu'on démarre, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas rien du tout. Lorsqu'on démarre, ben, il faut un tank de propane. C'est le tank de propane que vous voyez ici. Et entre le tank de l'huile et le tank de gaz, c'est là où il y a le tank de propane entre les deux. Between the oil tank, yes, and the gas tank. This is the propane. Sometimes we need the propane to start the reaction when we are starting, when you do not have, when the gas tank is empty. Donc, quand le gaz qui sont produits par la réaction est vide lorsqu'on démarre, etc., ben là, il faut une source d'énergie qui est le propane. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK. It's 2 o'clock. I have to talk about. Bon, je vais demander maintenant. Ça, c'est la pyrolyse chauffée d'une manière traditionnelle. Je vais vous expliquer très rapidement, en 20 minutes, la pyrolyse micro-ondes. À moins que vous ayez des questions sur la pyrolyse traditionnelle, je peux essayer de répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Okay? Okay, please go to microwave. OK. Donc, les micro-ondes, on parle des micro-ondes, ce que vous avez chez vous, dont maintenant c'est à peu près très, très, très répandu. C'est les fréquences, c'est 2,45 GHz.
qui correspond à des longueurs d'onde qui sont de 12,4 cm, 12,2 pardon, centimètres, et donc c'est les micro-ondes. Alors je vais vous poser des questions. Si vous prenez une pizza, vous la mettez dans le micro-ondes, qu'est-ce qui se passe? Vous chauffez une pizza au micro-ondes. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez. Michael. Ouais, dans le fond, c'est pas que les ondes, the microwaves have energy and they're exciting the water molecules, and le fait que les molécules d'eau sont en train de vibrer comme ça à haute fréquence, ça génère de la chaleur autour. Mais si absolument, mais si je mets maintenant une pizza qui est hétérogène, quand vous chauffez une pizza dans un four micro-ondes, et par le fait même qu'elle est hétérogène, qu'est-ce que vous remarquez? Hétérogène étant genre toute la même. Il est hétérogène, tu as, des olives, tu as des tomates, tu as du fromage, tu as je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous chauffez une pizza au micro-ondes? Pas tout. Ah, c'est le fromage qui devient chaud avant le reste. C'est ce qui- Ok. Donc, ce que tu dis est vrai. Tu as des points très chauds et des points très froids. Ça va pour tout le monde? Ouais, Ok. Est-ce que ça, c'est un avantage ou une limite? une limite. Ben, c'est ça le problème, c'est que tout le monde disait que c'était un désavantage. Et je vais vous montrer que, et j'espère que ça va vous servir une fois dans votre recherche ou dans votre vie ou je sais pas quoi. Quand vous voyez des limites, vous pouvez tourner ça en opportunité, puis regarder ça, comment vous pouvez, à partir d'un aspect que tout le monde dit que c'est négatif, comment vous pouvez tourner ça positif. Est-ce que c'est clair? Alors, allons-y. Bien. Alors, d'abord, les micro-ondes. Si vous avez deux ondes, une électrique et une magnétique qui changent de signe, et vous avez votre système qui est plus ou moins, et là c'est la photo est gelée, et quand ça passe, votre matériau, il essaye de s'orienter vis-à-vis des, des, des dipôles, et donc ça frotte et ça peut créer une certaine énergie qui est localisée et qui va monter la température d'une manière très très vite. OK? Alors le premier micro-ondes qui a été utilisé, il date de 45 et en fin de compte, et il était utilisé pour des transmissions radar et la personne qui l'utilisait, il aimait beaucoup le chocolat. Il avait une tablette de chocolat dans sa poche et la tablette de chocolat a commencé à melt, comment tu dis ça, à devenir liquide. Et puis, c'est d'où l'idée d'utiliser les micro-ondes pour chauffer, etc. Donc, ensuite, ce qui est important, c'est que euh, quand on prend un matériel, il y a des composantes qui sont excessivement importantes pour comprendre comment ça interfère avec les micro-ondes. Donc, la première, c'est la constante diélectrique. Donc, ce que ça fait, c'est que ça représente l'énergie qui est stockée par ces matériaux-là par rapport à une énergie incidente. Donc, il y a de l'énergie et il y a une partie qui est stockée. Donc, ça, c'est la constante diélectrique. Ensuite, cette quantité-là qui est énergie, il y a une partie qui est dissipée en énergie. Donc, il y a une partie qui est stockée et une partie qui est dissipée en chaleur, pardon. Et c'est on appelle ça le facteur de loss factor, c'est epsilon seconde. Donc, pour qu'un matériau puisse interférer avec les micro-ondes, il faut tout simplement que l'epsilon prime et epsilon seconde soit le plus élevé possible. Et ensuite, le troisième paramètre qui est important, c'est le taux de pénétration de l'onde. Alors, il y a l'onde, il y a dépendamment bien sûr des matériaux, l'onde elle peut pénétrer plus ou moins dépendamment du système en question. Donc, lorsque vous prenez un système hétérogène, et c'est ce que tu disais, Michael, lorsque vous prenez un système hétérogène et tout simplement une pizza, vous allez voir qu'il y a des points chauds et des points froids. C'est tout simplement les points chauds et interréagissent beaucoup avec
les micro-ondes et les points froids n'interagissent pas avec les micro-ondes. OK? Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que lorsque vous avez des matériaux où le taux de pénétration est grand, vous chauffez en 3 dimensions au lieu de chauffer d'une manière conventionnelle par partir de la surface. Lorsque vous chauffez d'une manière traditionnelle, on chauffe d'abord la surface aux dépens du centre, alors que les micro-ondes, vous pouvez chauffer d'une manière uniforme ce matériau-là, s'il est uniforme par lui-même. Et comme la partie externe, elle est plus, il est moins isolé que la partie interne, donc on chauffe en dernier lieu plus l'intérieur que la surface, ce qui est extraordinaire. On continue. Alors, ceci peut se traduire à partir des expériences qui sont amusantes, que vous pouvez faire chez vous. Si vous prenez un morceau de bois, par exemple, vous allez prendre quelque chose comme 8 cm et l'onde pénètre complètement dans 8 cm, il n'y a pas d'atténuation de l'onde. Vous le mettez 1 minute dans votre micro-ondes et vous le sortez de là, vous regardez l'extérieur, il est complètement pas touché du tout. Vous le coupez en deux, il est complètement brûlé à l'intérieur. Alors c'est très simple, la température va s'élever, comme l'onde elle pénètre d'une manière uniforme, donc l'onde va pénétrer partout. La surface externe elle est moins isolée que l'intérieur, le bout à l'intérieur, et l'intérieur c'est là où va chauffer le plus. Comme il n'y a pas d'oxygène, vous allez faire une pyrolyse et donc vous allez former du noir de carbone. OK? On continue. On continue. On continue. On continue. Non, je ne veux pas parler de ça, je veux juste parler qu'est-ce qu'on peut faire avec... OK, on peut rester là. Alors, comment peut-on profiter du fait, lorsqu'on a un système hétérogène, comment profiter du fait qu'il y a des parties qui vont avoir beaucoup d'interactions avec les micro-ondes, qui vont chauffer beaucoup, et des parties qui vont être dans les micro-ondes qui ne vont pas chauffer du tout. OK? C'est ça la question fondamentale. Et comment faire de la pyrolyse à partir de ça? Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une compagnie qui s'appelle Pyrowave? Qui s'est entendu parler de la compagnie Pyrowave? Personne? Alors, la compagnie Pyrowave, c'est 2 de mes étudiants qui ont démarré ça. Une compagnie qui a gagné beaucoup de prix. Je pense qu'ils ont gagné une trentaine de prix. Et actuellement, la compagnie vaut 100 millions quand même. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on prend, vous comprenez l'importance de recycler le plastique. Le plastique, le recycler, c'est un problème majeur dans l'environnement. Et donc, la question ici est la pyrolyse du polystyrène. Le polystyrène, c'est un plastique qui est extrêmement important. C'est qui est utilisé pour isoler, par exemple, lorsque vous allez acheter de la nourriture, etc. Et on utilise le polystyrène. Et malheureusement, le polystyrène n'est pas recyclable. Alors, l'idée, c'est de faire, à partir du polystyrène, produire du styrène et donc produire le monomère. Et donc, à partir du monomère, on peut faire de la polymérisation et faire de polystyrène. Et comme ça, la boucle est bouclée. Donc, polystyrène, styrène, styrène, on passe au polystyrène. Et là, la boucle est bouclée. Mais comment produire le styrène à partir du polystyrène? L'idée, c'est de faire de la pyrolyse du polystyrène. Donc, le polystyrène, on peut très, très bien le pyrolyser, là aussi, exactement comme ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, sans oxygène, etc. Le problème de la pyrolyse de polystyrène par la méthode conventionnelle, c'est que le polystyrène va se décomposer en styrène, mais il ne va pas s'arrêter là. Ça va continuer à se décomposer en méthylbenzène, en d'autres produits. Donc, c'est typiquement la réaction A, le polystyrène, va donner B, et B va donner C, C va donner un autre produit, etc. Et donc, vous allez dégrader
votre produit, vous n'allez plus obtenir le styrène qui est majeur, c'est ce que vous voulez obtenir, c'est le styrène, et pas obtenir des produits dégradés. Pourquoi le styrène? Parce que vous voulez refaire la polymérisation pour boucler la boucle et faire l'économie circulaire. Est-ce que c'est clair? Alors, lorsqu'on chauffe d'une manière traditionnelle, on se dégrade le produit. Alors maintenant, la technologie que nous avons développée est la suivante. On a profité du fait qu'on a un système, pour un système hétérogène, vous avez différentes températures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le polystyrène n'interréagit pas avec les micro-ondes. Donc, si vous prenez le polystyrène et vous voulez chauffer de l'eau dans un verre en polystyrène, le polystyrène ne va pas chauffer. Par contre, l'eau va chauffer. Donc ça, c'est un système hétérogène qui est formé du polystyrène et de l'eau. Alors, si vous prenez maintenant du polystyrène liquide, donc vous montez en température, typiquement par exemple à 200 degrés, le polystyrène va être liquide, mais il ne va pas se dégrader. 200 degrés, il va rester liquide. Et donc, si vous mettez dans un réacteur et vous chauffez par micro-ondes, ben, il ne va pas chauffer encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, elle est très très simple, c'est de mettre des particules à l'intérieur du charbon de bois, des particules qui interréagissent avec les micro-ondes. Ils interagissent beaucoup avec les micro-ondes. Donc, vous mettez des particules qui vont être en suspension. Par exemple, tout ça, c'est agité. Imaginez un système, vous avez du polystyrène liquide qui est agité et dans lequel vous avez des petites particules en suspension qui interréagissent avec les micro-ondes. Vous me suivez? J'espère. Alors, ce qui va arriver, c'est que les particules vont chauffer beaucoup, mais pas le liquide. Le liquide va rester froid, relativement froid. Alors, ce que ça fait, c'est que le liquide qui entoure les particules, lui, va voir sa température s'élever et il va se dégrader. D'abord, le polystyrène va se dégrader, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en styrène, qui est à cette température-là, cette pression-là, il est gazeux. Donc, le styrène, il va se produire au niveau de la particule en contact du liquide chaud avec liquide froid avec la particule très très chaude. Le liquide va se réchauffer et va se décomposer en styrène gazeux. Le styrène, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il a tendance à continuer à se dégrader. Sauf que là, le liquide, lui, est froid, relativement froid. Donc, ce gaz-là, qui a la capacité calorifique très faible, le ρCp très très faible, il va quencher, il va refroidir très rapidement avec le liquide, en contact avec le liquide qui est à température de 100 degrés. Le gaz qui va être émis va être peut-être à très très haute température, mais tout de suite il va refroidir. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper la deuxième réaction, la dégradation du styrène en autre chose, qui va se dégrader en éthylbenzène, etc. Cette réaction-là ne va pas avoir lieu parce que le styrène, il est quenché, il est refroidi très, très, très rapidement. Et comme ça, donc on arrête les réactions non désirables parce qu'on est à basse température. Donc, ce qu'on fait dans cette technologie-là, on profite des micro-ondes pour chauffer là où on veut que ça soit chaud. Et là où on veut garder ça froid, il est gardé froid automatiquement par le fait que le polystyrène n'interagit pas avec les micro-ondes. Donc, on est en présence d'un système où les particules sont à haute température, le polystyrène est à basse température, on produit du styrène et puis ensuite on le refroidit et il sort du réacteur sans subir d'autres transformations. Et comme ça, cette technologie-là a permis à faire plus que 93% du styrène. Et donc, on recycle le polystyrène devient un système, un plastique qui est recyclable, puisque à partir du polystyrène, on fait du styrène le monomère, et à partir du monomère, on peut refaire du polystyrène, et donc la boucle est bouclée. Est-ce que mes explications sont claires ou est-ce que vous avez des questions?
Oui, moi je trouvais ça très clair. Je me demandais par contre le procédé, est-ce qu'il peut se faire en mode continu en fait, même que Il est peut-être en que ce mode serait continu. mieux. Ouais, Il est en ok. mode continu, PeerWave, il est en mode continu et actuellement, on l'utilise au fait avec la compagnie Michelin qui a investi beaucoup d'argent là-dedans, française qui a investi au Québec. Et en fait, ils ont obtenu le premier styrène recyclé du monde et qui va être, figurez-vous, qui va être utilisé dans les pneumatiques. Et les premiers pneumatiques qui vont être utilisés, ça va être écrit dessus styrène recyclé, c'est pour la Formule 1. Oh, Et ça cool. va être donc du styrène recyclé. Ouais, parce que je sais que leurs produits sont très purs quand même. Là. En fait, le plastique qu'ils vont produire, il y a même pas d'impureté dedans, je crois, là, Ben, selon moi. il y a certaines impuretés, mais en fait, si jamais vous avez la chance de visiter PeerWave, vous allez voir qu'il y a une colonne à distillation à la sortie pour faire en sorte que le styrène, parce que les specs, les spécifications sur le styrène pour la compagnie Michelin sont très, très, très pointues. Ben, Et c'est donc, sûr, il y a ouais. une distillation qui se fait pour produire du styrène vraiment qui est Qui va caractérisé. pouvoir être fiable pour les Absolument. Formule 1, en fait. Ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Et vous pouvez imaginer beaucoup de réactions. On a déposé au moins une quinzaine de brevets ou une douzaine de brevets, je ne me rappelle même plus. C'est qui touche en fin de compte toute cette idée-là qu'on a un système hétérogène et qu'on a des points très très chauds et des points très très froids. Alors vous pouvez vous-même, je suis sûr que si on avait le temps de faire une sorte de brainstorming où vous pouvez réfléchir dans votre coin à quoi cette façon de voir qui est complètement nouvelle et complètement nouvelle. Ce n'est plus un chauffage traditionnel où à peu près il y a pas de, il peut y avoir des gradients de température, mais des gradients de température dans l'espace. Donc, dans le réacteur, il y a des gradients, il y a des différences de température entre un, un, un coin de réacteur et un autre coin de réacteur. Ici, c'est très, très différent. C'est qu'au même moment, vous avez un point qui est très, très chaud, puis un point qui est très, très froid. Et ça, c'est complètement nouveau comme concept. Et ça, c'est parce que les micro-ondes, tout le monde disait, en fin de compte, que c'était effectivement un désavantage parce que vous avez une température locale localement qui peut être différée, mais très. Vous avez un gaz avec un liquide, la différence de température peut être, par exemple, de 400-500 degrés. 400-500 degrés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez, je m'excuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez chauffer des parties spécifiquement, vous pouvez le faire et vous pouvez avoir des parties qui sont très froides, vous pouvez aussi le faire. Et donc, ça vous ouvre, en fin de compte, je vais essayer juste de prendre 2 minutes pour un peu exciter votre curiosité, j'espère. C'est difficile à travers un écran, d'exciter votre imagination pour dire, ben, écoute, si j'ai un système hétérogène, à quoi ça peut me servir pour faire en sorte que, comment je peux profiter du fait qu'il y a un point chaud et un point froid et faire quelque chose qui peut être extrêmement nouvel. Et je suis sûr que mon groupe de recherche, on a essayé d'avoir plein d'idées, mais on est vraiment au début de cette réflexion-là et je suis sûr qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui peut-être ont des idées euh, qui peuvent véritablement avoir des nouvelles applications. Je serais absolument pas étonné que peut-être quelques personnes d'entre vous, ils peuvent avoir une nouvelle application dans leur tête. Il y a Michael qui lève la main. Oui, Michael? Question avec les nanoparticules que vous utilisez, c'est des nanoparticules métalliques ou Ce n'est pas des nanoparticules, c'est même plus gros que ça. C'est des particules parce qu'on veut qu'ils soient en suspension. On ne veut pas qu'ils soient entraînés avec le liquide, par exemple, avec le gaz non plus. Donc, ce n'est pas des nanoparticules, c'est des particules qui ont une centaine ou 200 microns. Donc, ce n'est pas du tout des nanoparticules, c'est
Et ça peut être des particules qui ont tout simplement une grosse interaction avec les micro-ondes. Carbonate de silicium, CIC par exemple, a beaucoup d'interactions avec les micro-ondes. Si vous regardez, je peux juste vous dire deux autres applications, mais je ne veux pas entrer dans trop de détails. Si vous avez, à chaque fois que vous avez une réaction catalytique, en général, vous avez des réactions catalytiques que vous voulez avoir et des réactions gazeuses que vous voulez pas avoir. Ben ici, vous avez donc un système que vous pouvez imaginer chauffer le catalyseur et l'air en général ou le gaz ne chauffe pas avec les micro-ondes. Donc, vous pouvez avoir des différences de température entre le solide et là aussi et le gaz qui peuvent être très, très différentes. Donc, la réaction chimique que vous voulez avoir qui a eu lieu sur le solide, elle peut avoir lieu, parce que la température est très élevée et la température du gaz, elle est très faible et ça coupe complètement les réactions indésirées. Si vous vous rappelez vos cours de réaction chimique, on dit une règle de Pouce, on dit que lorsque vous augmentez la température de 10 degrés, vous doublez la réaction chimique. Vous doublez à 10 degrés. Si vous avez 200 degrés ou 300 ou 400 degrés de différence, ça veut dire que la vitesse de réaction en phase gazeuse, vous la diminuez peut-être de 20, 40 fois. Donc, vous la ralentissez d'une manière extraordinaire. Et donc, vous pouvez imaginer des tas de choses. Donc, le principe qui est très simple, vous avez un système hétérogène. Vous voulez les particules, le liquide, le gaz, je ne sais pas quoi, qui soit très chaud et le reste très froid. Et vous pouvez imaginer là maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un tel système comme ça. Alors ici, on parle de pyrolyse de polystyrène. Est-ce qu'on peut appliquer ça aux pyrolyses d'autres plastiques? Bien évidemment, oui, on s'est penché sur ça. Est-ce qu'on peut même faire sans séparer les plastiques, faire une pyrolyse de plastique sans séparation en utilisant polystyrène, polyéthylène, polypropylène, toutes sortes de plastiques? Oui, on est en train de développer des technologies comme ça, où on a montré que c'est possible de faire ça sans véritablement séparer les plastiques, et ça c'est extraordinaire, etc., etc. Donc je veux vous laisser avec ça. Donc j'ai parlé de pyrolyse conventionnelle, rappelez-vous. Donc, on chauffe d'une manière complètement homogène. Et j'ai parlé aussi, et j'ai voulu parler absolument de pyrolyse par micro-ondes parce que c'est important et parce que dans le futur, de toute façon, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ça, mes articles, les articles un peu partout, que pour diminuer la quantité de CO2 dans les procédés, une manière, c'est d'utiliser l'énergie propre. Et cette énergie propre, ça se fait à travers de l'électricité. J'imagine que vous avez entendu que le Québec peut produire de l'électricité à partir de l'éolien à partir de 6 kWh, 6 cents le kilowattheure. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la première fois, tout le monde parle de la quatrième révolution industrielle comme étant la révolution où tous les objets vont être connectés, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, mais les gens oublient que la quatrième révolution touche aussi l'énergie. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut produire de l'électricité de l'électricité renouvelable à très bas prix. Et le Québec vient d'annoncer qu'on peut produire, que le contrat qu'il y a eu, et ce contrat-là a été signé de gré à gré. Et donc, il y a une manière, à mon avis, à diminuer encore plus les prix. Il y a un très bon article aujourd'hui sur la presse qui parle de ça. C'est l'énergie qu'on peut produire à très bas prix. Et cette énergie-là, au lieu de chauffer d'une manière conventionnelle et émettre le CO2, il va falloir utiliser l'électricité dans nos procédés pour, à la source, diminuer les émissions des gaz à effet de serre CO2 principalement. Et donc, il va falloir utiliser de plus en plus, vous allez voir qu'on va introduire de l'électricité dans les procédés. Et cette introduction de l'électricité va se faire à travers
le chauffage par induction va se faire à travers plusieurs types d'électricité et particulièrement celle évidemment micro-ondes. Donc on est véritablement dans vous assistez à quelque chose d'extrêmement excitant d'un point de vue industriel. C'est la production d'énergie à très très bas coût dans l'électricité renouvelable, un, et deux, l'introduction de cette électricité. Donc actuellement, moi j'ai ouvert pas mal de discussions et des projets de recherche avec des gens en génie électrique, parce qu'on a besoin véritablement de gens en génie électrique là-dedans, et pour faire des choses absolument extraordinaires et utiliser cette électricité à travers ce que vous pouvez imaginer et l'introduire directement dans les procédés. Donc ça ouvre des possibilités absolument inimaginables et particulièrement en ce qui touche les micro-ondes, cette façon d'avoir des matériaux qui interréagissent avec les micro-ondes, d'autres matériaux qui interréagissent pas du tout avec les micro-ondes, ça fait en sorte que vous avez une possibilité absolument extraordinaire d'avoir un système hétérogène, en température, et puis là-dedans, tout est possible. Et l'autre éventualité, je vais finir avec ça, c'est que les micro-ondes actuellement, on utilise des magnétrons pour obtenir des micro-ondes, mais à mon avis, très très rapidement, on va aller vers des semi-conducteurs et ça va être la révolution, exactement la révolution à laquelle vous n'avez pas assisté. C'est de la télévision avec l'ampoule maintenant on utilise maintenant des nouveaux matériaux, etc. Ça va être exactement au même niveau. Ok, je regarde l'heure, il est 2h20. En fin de compte, moi j'ai voulu vous donner ces 4 heures de cours qui touchent fondamentalement donc les traitements, si je résume, les traitements thermiques de la biomasse. Donc j'insiste énormément sur la caractérisation chimique, physique de toute la matière première avec laquelle vous travaillez. Ça, je pense que j'ai assez insisté pour que vous reteniez ça. Maintenant, avec ça, on peut faire différents traitements thermiques, dépendamment de ce que vous voulez faire, à travers une combustion-incinération, à travers une gazification ou à travers une pyrolyse, dépendamment, bien sûr, bien évidemment, de ce que vous voulez faire. Et donc, vous connaissez les généralités sur ça. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire un design avec 4 heures de cours. Il n'en est absolument pas question. C'est plutôt l'objectif, c'est de familiariser avec ces traitements thermiques et de pouvoir faire des bilans aussi bien de matière et de chaleur qui, dans la plupart des cas, sont couplés, bien évidemment, et puis au moins d'aller vers des possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, etc. Donc voilà, je vous laisse 5 minutes. Si vous avez des questions, ça me ferait très grand plaisir si je peux répondre à vos questions ou à vos curiosités. Andreas? Oui, j'ai une petite question, mais c'est sur la pyrolyse. Ça veut dire que n'importe si le procédé est parfait, je vais avoir à la fin d'impureté. Oui. J'ai pas excuse-moi, ça se coupe. N'importe oui. quel procédé n'est pas parfait, bien évidemment. Vous pouvez avoir Oui. des tas de produits, bien évidemment. Alors, ta question spécifiquement, c'est quoi? C'est sur la pyrolyse. Ça veut dire, OK, si je fais un procédé, on va imaginer parfait, à la fin, je vais avoir des impuretés. Oui. Oui, Je parle par avoir des exemple de. impuretés sous forme gazeuse, par exemple, oui, bien évidemment, oui. Ah, OK. Ça veut dire que je ne peux pas, comment dire ça, éliminer le nitrogène ou tous les impuretés qui viennent avec la biomasse. Ça va rester, à la fin. Là, écoutez, tu soulèves un très bon point et j'ai insisté beaucoup là-dessus. Ce qui rentre doit sortir. On est bien d'accord. Donc, si vous avez dans la biomasse, vous avez de l'azote, par exemple, vous avez de l'oxygène, parce que la biomasse, il y a beaucoup d'oxygène,
et beaucoup d'azote. Si vous faites une pyrolyse, par exemple, de la biomasse, l'oxygène et l'azote, ils vont aller quelque part, soit en phase gazeuse, donc soit le liquide, soit ils vont rester dans votre solide. En général, la plupart, une grosse concentration va rester dans le liquide, malheureusement. Et vous avez, c'est pour ça que lorsque vous faites spécifiquement la pyrolyse de la biomasse, vous obtenez ce qu'on appelle des liquides acides, parce que vous avez beaucoup d'oxygène, et donc ça fait très acide. Et comme vous n'avez pas cassé les doubles liaisons, il y a beaucoup de doubles liaisons qui vont rester, etc. Donc ça va polymériser. Et donc l'huile spécifiquement qui va venir de la biomasse, c'est une huile qui est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Les pétrolières, ils en veulent pas parce qu'il y a beaucoup d'oxygène, il y a beaucoup d'azote. Et vous savez, l'azote, ce qu'il fait dans une coupe pétrolière, ils en veulent pas, ni l'oxygène, ni l'azote. Et donc, ce liquide-là, il va falloir le traiter correctement. C'est pour ça qu'il faut aller par exemple, vers des pyrolyses catalytiques. Faire en sorte que cet oxygène-là, cet azote-là qu'on puisse se débarrasser de cet oxygène-là, de cet azote-là à l'intérieur du liquide et que ça soit un liquide qui est beaucoup plus utilisable dans ce sens-là. Il y a quelques liquides où on a besoin d'avoir de l'oxygène et de l'azote. C'est pour, par exemple, lorsque vous faites une pyrolyse d'une plante spécifique, je ne me rappelle plus laquelle sincèrement, le liquide que vous allez obtenir, c'est un liquide qui peut être utilisé comme insecticide, donc pour éloigner les moustiques, etc. Parce que ça se sent fort, hein, ce liquide-là, dépendamment bien sûr de la biomasse. Et donc, vous avez un liquide qui, même si c'est acide, même s'il contient beaucoup d'oxygène, beaucoup d'azote, comme j'ai expliqué, les pétrolières n'en veulent pas, sauf que ça peut être utilisé comme, par exemple, insecticide. Et comme et là, je retourne à la question de quelqu'un d'entre vous qui a dit pourquoi bio? Et là, ça va être, si vous utilisez comme un insecticide, ça va être un bio-insecticide parce que le produit vient de la biomasse. Et il ne faut pas se leurrer, la quantité de produits aussi qui est produite à partir de pyrolyse, et ça c'est un gros problème lorsqu'on pyrolyse de la biomasse, c'est que vous avez peut-être 10 000 produits là-dedans. Donc parce que vous cassez n'importe comment. Vous cassez à haute température, ou plutôt une température intermédiaire, vous cassez n'importe comment les molécules et donc vous cassez n'importe comment et vous obtenez une panoplie inimaginable de produits chimiques. Et donc la purification de ce produit-là est extrêmement difficile, à moins que ce produit-là peut être utilisé en tant que tel, comme insecticide par exemple. Et là c'est un très bon procédé dans ce cas-là, parce que vous n'aurez pas besoin de le purifier par la suite, puisqu'il peut être utilisé comme tel. Donc, c'est excessivement important. Tous les traitements, d'ailleurs, que ce soit thermique, dans moi, ce que je fais, ou chimique, ou n'importe quoi, tous les produits que vous avez à l'entrée, ils vont se retrouver quelque part à la sortie ou avec votre solide, etc. Et donc, ça peut poser un énorme problème, un énorme défi. Okay, merci beaucoup. J'ai bien compris. Ok, ben si vous n'avez pas d'autres questions, je suis toujours disponible. Officiellement, c'est moi qui est responsable de ce cours-là. Donc, vous avez mon mail, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez toujours m'écrire pour des questions, pour des insatisfactions, pour des satisfactions. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que fait Mohamed ou ce que j'ai fait moi, écrivez-moi. Je vais essayer de corriger la situation, bien évidemment. S'il y a quelque chose avec lequel vous avez des problèmes avec Mohamed ou avec la chargée de TD, vous me l'écrivez, s'il vous plaît. Je vais réagir très, très rapidement. Pour nous, les étudiants sont excessivement importants. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut corriger très rapidement, on va le faire. Si vous tardez, ça serait dommage de ne pas réagir tout de suite. Je vous assure que si vous réagissez très vite et si vous m'envoyez n'importe quel mail,
vous allez être répondu dans les 24 heures qui suivent. Autrement, si j'entends pas parler, ça veut dire que ça marche et que tout roule et donc j'ai pas besoin d'intervenir. Donc, je vous souhaite une bonne chance dans ce que vous faites et puis bonne réussite et puis j'espère que vous allez démontrer un peu plus d'interaction que vous avez démontré avec moi parce qu'avec moi, vous n'avez pas beaucoup démontré d'interaction. Et je vous assure que les examens vont être difficiles. Donc, pour ceux qui n'assistent pas ou qui ont d'autres soucis, etc., je vois qu'il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Ça, c'est votre problème. Mais je parlais ce matin avec moi-même. Je lui dis que c'est pas un examen, que les examens, il faut qu'ils vont se refléter à partir, bien sûr, il faut être honnête avec vous, ils vont se refléter avec les TD que vous allez faire, mais ça va pas être c'est pas un cours 8000 où on va réussir tout le monde. Si la moitié de la classe échoue, c'est la moitié de la classe qui échoue. Ce n'est plus mon problème. Mon problème, c'est que vous compreniez, que vous fassiez des efforts pour, on est là pour vous aider, mais à la fin, si vous n'assistez pas ou s'il y a des gens qui sont rentrés, qui sont venus, qui sont sortis, qui sont arrivés une demi-heure plus tard, une heure plus tard, etc., ça, c'est leur problème. Mais ne venez surtout pas à la fin pour me dire que vous n'avez pas compris que vous voulez avoir un examen ou je ne sais pas quoi, etc. Si vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas réussi. Ça, c'est votre problème. Nous, le problème qu'on peut résoudre avec vous, c'est que maintenant, si vous ne comprenez pas quelque chose, si on peut réagir tout de suite, vous êtes les bienvenus, absolument les bienvenus. On va faire tout pour corriger toute situation qui peut vous apporter n'importe quel point négatif. Je vais intervenir. Vous avez mon mail. N'hésitez surtout pas. Je vous assure que vous avez une réponse dans les 24 heures qui suivent. OK? Alors, je vous souhaite bonne réussite et puis j'espère que vous allez prendre soin de vous aussi. Vous allez suivre tout ce que nos gouvernements nous obligent à suivre et puis bonne chance. OK? Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Jean-Marc.